Europe 1. Après les grandes manifestations et la répression policière à Moscou, Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Galia Ackerman, historienne et spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS. Et auteur de nombreux livres, dont Le régime immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est le dernier et il est paru en mai. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 à Moscou. Des milliers de manifestants le week-end dernier, 1400 arrestations, des policiers armés, frappants, on l'a vu, des femmes, des hommes, des gens arrêtés chez eux comme du temps de la Russie communiste, de la police secrète. Nous sommes à l'aube d'une campagne municipale moscovite bien agitée. Est-ce un premier, signe de faiblesse de l'Empire Poutine, cette répression ? Je crois que c'est sans doute un signe évident de la faiblesse du régime. On sait que la cote de popularité de Poutine personnellement a baissé et le cote de popularité du parti présidentiel Russie Unie a baissé encore plus. Et donc l'enjeu ne semble pas politique parce qu'il s'agit que d'élections municipales, les élections à la Douma de Moscou, qui est un organe législatif de la ville. Mais on a besoin justement de ces élections municipales pour avoir de la force politique ensuite pour les élections législatives. Pour l'instant, il ne s'agit pas même de cela, parce que ce qui s'est passé, c'est que, disons, l'espace politique a été tellement lissé et couvert de bitume qu'on avait l'impression que plus rien n'y pousse. Et voilà, ces élections en soi pas très importantes. La Douma de Moscou ne joue aucun rôle politique, c'est un organe municipal. Quelques délégués de l'opposition, quelques personnalités de l'opposition se présentent pour cette élection. Et on les empêche. On les empêche sous de faux prétextes, de sorte que aucun candidat de l'opposition ne peut se présenter aux élections. C'est ça l'enjeu de pour préserver le bitume, pour que surtout... Voilà. Pour que rien ne pousse. Et cela provoque quand même des remous. On sait que l'enjeu maintenant n'est pas seulement Moscou, parce que justement, à la dernière manifestation qui a été réprimée avec beaucoup de sévérité, disons, avec 1400 personnes arrêtées, une part importante des manifestants, c'était des gens qui sont venus d'ailleurs, d'autres régions de la Russie, des banlieues de Moscou, donc qui ne participeraient pas à cette élection, mais qui soutiennent l'opposition. Donc il y a une forme de révolte qui commence à se créer, à se masser. C'est pas uniquement un événement sporadique. Non, c'est pas un événement sporadique. C'est la première fois depuis la grande vague de manifestations de 2011-2012, quand il s'agissait de contester les élections au niveau national, les élections législatives, et ensuite la réélection de Vladimir Poutine. Donc, l'opposition, ou plutôt ceux qui en restent, lèvent un peu la tête. Et je vous signale que la prochaine manifestation est déjà organisée pour le 3 août. Pour le 3 août prochain. Quand on parle de la Russie en France, on a souvent des clichés de gens très très riches qui roulent en voiture de sport, qui vont dans les palaces parisiens. La réalité sur place, c'est quoi ? Le Russe, il est pauvre, il est oppressé. Est-ce que c'est pire qu'en URSS ? Quel est le niveau de vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les gens manifestent ? Est-ce que c'est uniquement contre un pouvoir central, unique, comme vous dites, le bitume de Vladimir Poutine, ou c'est aussi parce qu'il y a des conditions de vie qui sont insupportables ? Écoutez, c'est quand même un pays qui est riche en hydrocarbures, donc qui gagne, si l'on peut dire, bien sa vie, mais ces richesses ne sont pas réparties de façon équitable. Il y a toujours une différence de 13 fois entre les Russes les plus riches et les plus pauvres. Et il faut dire qu'il y a quand même en Russie, sur ces 140 millions, il y a à peu près 20 millions de pauvres, alors que les critères de cette pauvreté sont même un peu biaisés et qu'en réalité, si on avait nos standards, il y aurait encore plus de pauvres. Il y a encore une autre source de mécontentement, c'est la réforme des retraites, qui a été validé et qui entre en vigueur avec un relèvement très brutal
de l'âge de la retraite, alors que l'espérance de vie en Russie reste beaucoup plus basse que dans le monde occidental. Donc ça rappelle quand même les années sombres de l'URSS où les gens étaient très pauvres, majoritairement. Là, on ne peut pas dire qu'ils sont majoritairement pauvres, mais à peu près la moitié des ménages russes n'a assez d'argent que pour manger et pour s'habiller, mais par exemple, pour les biens durables, Ouais, il faut pour déjà l'investissement. avoir recours au crédit, sans parler même de l'achat de l'immobilier. Vladimir Poutine ne cesse de répéter qu'il se bat pour son peuple. Vous dites qu'il se bat pour lui? Il se bat pas seulement pour lui, il se bat pour la Russie, on peut dire. On peut dire ça. Seulement, il faut définir quelle Russie, parce que il veut surtout récupérer la puissance de l'Union soviétique, la puissance d'antan, la puissance militaire, et je pense que le projet, si l'on peut dire, c'est d'avoir, grâce à cette puissance militaire et des pressions, avoir des concessions occidentales, avoir accès aux technologies occidentales. Mais il en a déjà. Je veux dire, là, c'est considérable ce qu'il y a en Russie déjà en matière militaire, en matière de pression. Il y a évidemment ce qui s'est passé ces derniers temps. L'annexion de l'Ukraine, de la Crimée, la guerre en Ukraine, ça a servi à quoi? Ça a servi à obtenir des sanctions contre lui. Finalement, c'était contre-productif. C'était contre-productif et je pense que maintenant, justement, ce à quoi Poutine et son entourage travaillent, c'est d'obtenir la levée des sanctions. Ça s'est avéré contre-productif à court terme, mais l'acquisition de la Crimée, qui est très symbolique et qui est aussi une région militaire stratégique maintenant pour la Russie, est à long terme. Il faut dire que, par exemple, les Occidentaux n'ont jamais reconnu l'annexion des pays baltes après la Seconde Guerre mondiale, jamais. Mais cela ne les a pas empêchés d'avoir des rapports commerciaux avec l'Union soviétique. Ouais. C'est ce qui risque de se passer d'ici quelques années. Et aujourd'hui encore, que pensez-vous de l'attitude de la communauté internationale qui observe? Vladimir Poutine va venir en visite en France dans quelques jours. Est-ce qu'Emmanuel Macron devait s'abstenir, selon vous? Moi, je pense que c'est pas un très bon signal. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, à mon sens, aurait dû faire au moins une déclaration, protester. Alors, la France proteste et demande justement la libération de prisonniers de ce week-end. Voilà. Mais c'est un signal qui va dans un mauvais sens. La Russie a été réadmise au Conseil de l'Europe très récemment. C'est vrai. Et au lieu de faire des gestes symboliques prouvant sa bonne volonté, la Russie réprime avec sévérité et commence... Donc il ne devrait pas venir à Brégançon, selon vous? Moi, j'aurais préféré qu'il ne vienne pas. Vous vous souvenez que Emmanuel Macron a fait quand même un geste quand il y avait l'empoisonnement des Skripal. Il n'est pas allé au stand russe au Salon du Livre alors que la Russie a été invitée de l'année. Je pense qu'il aurait dû peut-être faire un geste de cette envergure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Galia Ackerman, de vos explications ce matin sur Europe 1.